Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons élever le débat. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu de recul et pour ça, nous avons l'immense honneur de recevoir Jean-Marc Siroën. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Roland. Et nous allons parler de Keynes, de sa vie, de son impact sur l'Europe, sur les équilibres du monde. Et nous allons parler à la fois d'histoire, nous allons parler d'économie et nous allons parler d'actualité. Avant de commencer, vous êtes toujours aussi formidable. Vous êtes un peu plus de 100 inscrits, 130 inscrits aujourd'hui à cette masterclass. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter Jean-Philippe Descartes qui est venu nous parler de son livre Le courage de renoncer, dirigeant Faites-nous rêver. Comment est-ce que on peut appliquer une radicalité dans sa vie personnelle et dans la vie de l'entreprise pour reconstituer un écosystème qui soit plus vertueux à la fois pour la planète et pour les hommes. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme pour piloter, animer la performance des organisations commerciales. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans des secteurs aussi différents que les services financiers, avec des clients comme Société Générale, BNP Paribas ou LCL, dans la technologie, avec des clients comme Orange, LG ou Sage, dans l'industrie, avec des clients comme Air Liquide. Voilà, n'hésitez pas à contacter nos équipes si vous êtes intéressé d'en savoir plus. Voilà, le grand témoin du jour, Jean-Marc, on est vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui. Est-ce que, Valentin, tu peux nous faire le portrait de Jean-Marc? Oui, bien sûr. Alors, Jean-Marc Suren, vous êtes chercheur spécialisé en sciences économiques et de gestion à la carrière Fournier Réussi. Vous avez effectué vos études dans ces mêmes domaines, tout d'abord en obtenant une maîtrise de sciences économiques et de gestion à l'Université de la Sorbonne. À la suite de ce diplôme, en 1975, vous faites vos gammes dans l'enseignement en devenant élève-professeur à l'École normale supérieure. Durant cette période, vous obtenez votre première agrégation en économie et gestion, ainsi qu'une maîtrise en sciences de gestion. C'est en 1980 que débute votre longue carrière à l'Université Paris-Dauphine, d'abord en tant que doctorant en sciences économiques. Vous obtenez le titre de docteur d'État ainsi qu'une seconde agrégation en sciences économiques cette fois-ci. À partir de 1995 et jusqu'en 2018, vous êtes professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine. Au cours de votre carrière, vous avez été directeur de programmes prestigieux, membre du jury de l'ENA notamment, maître de conférences ou encore organisateur de colloques. Vous comptez plus d'une centaine de conférences, près de 300 publications, études et colloques, dont la trilogie Keynes et les extravagants, dont nous allons parler aujourd'hui. Jean-Marc Siroën, c'est donc un honneur de vous recevoir dans les masterclass de l'excellence commerciale. Merci. Bienvenue Jean-Marc. Alors, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à Keynes? Je dirais, je vais dire le plus simple, déjà l'économie. Et pas seulement l'économie, c'est surtout la personnalité de Keynes. Donc Keynes, c'est l'économiste peut-être le plus connu et le plus reconnu du XXe siècle, avec des prolongements importants au XXIe siècle. Mais sa personnalité était quand même assez intrigante. Je voulais faire quelque chose qui ne soit pas universitaire, qui ne soit pas académique. Et Keynes est non seulement un personnage de roman, mais les personnes qu'il a côtoyées dans sa vie le sont aussi tout autant, parfois même plus. Et alors, vous avez écrit une trilogie, on pourrait dire presque une somme sur Keynes. Vous commencez par donc il y a trois grandes périodes dans cette trilogie. Vous commencez par les secrets de Bloomsbury. Et alors Keynes fait partie de ce groupe de Bloomsbury, qui sont des extravagants anglais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce groupe de Bloomsbury? C'est un groupe d'intellectuels qui s'est formé au début du XXe siècle avec des étudiants de Cambridge. Keynes était lui-même étudiant de Cambridge, auxquels se sont associés donc deux sœurs de l'initiateur de ce groupe, dont Virginia Woolf, qui est une fondatrice en quelque sorte avec sa famille du groupe de Bloomsbury. Donc la reine Victoria était morte depuis pas très longtemps, donc il y avait un besoin de libération sociale. Donc c'est un groupe
non conventionnels, avec beaucoup d'audace, y compris dans leur vie amoureuse. Mais beaucoup ont fait des œuvres. Hein. J'ai cité Virginia Woolf, d'autres sont certainement moins connus, mais Keynes et Virginia Woolf sont des deux grandes célébrités qui ont appartenu à ce groupe. Alors le premier engagement de Keynes dans la politique et l'économie internationale, c'est à la suite du traité de Versailles. C'est à la suite et avant le traité de Versailles, c'est-à-dire qu'il est, il est le représentant du Trésor anglais à la conférence de Paris, qui va aboutir, donc conférence de Paris, qui va aboutir au traité de Versailles. Il va en démissionner, il va dénoncer les conditions du traité de Versailles dans un livre qui a eu beaucoup de succès, les conséquences économiques de la paix, qui va provoquer beaucoup de débats pendant très longtemps. On retrouve encore des traces de ce débat chez les historiens. Donc c'est une dénonciation du traité de Versailles et l'annonce que ce traité, loin de fonder la paix, comme c'était son but initial, bien, va plutôt donner des éléments pour de futures guerres. Et là, bon, l'histoire lui a quand même plutôt donné raison. Et alors, en quoi cet événement va être fondateur des théories qu'il va développer tout au long de sa vie? C'est une fondateur de théorie, non, parce que les conséquences économiques de la paix, c'est un pamphlet, c'est pas une œuvre académique. Hein. Mais on trouve déjà chez Keynes ce qui va souvent se reproduire dans son œuvre, c'est-à-dire on analyse la situation, on regarde les chiffres. C'était un mathématicien, un statisticien aussi, Keynes entre autres, et on en déduit des politiques. Donc c'est ce qu'il fait dans son livre. Il montre que par exemple l'Allemagne ne pourra pas payer ni sa dette ni les réparations allemandes qu'on exige d'elle, non seulement parce qu'il n'a pas les moyens financiers, mais parce qu'on va l'empêcher d'avoir ces moyens financiers. Donc il commence une analyse économique pour montrer que beaucoup des mesures du traité de Versailles vise en fait à amoindrir l'Allemagne, à ne pas avoir suffisamment de ressources pour déclencher une guerre, ce qui pour lui, contrairement à des gens comme Clémenceau par exemple, est une mauvaise position, une mauvaise attitude, puisque ça va provoquer des frustrations ou des difficultés économiques qui vont favoriser au contraire la guerre plutôt que d'empêcher le retour des guerres. Et comment va-t-il interpréter la crise de 29 qui s'annonce dans toute l'Europe? Alors, c'est autour de cette crise de 29 que Keynes va obtenir durablement la célébrité mondiale. Il l'avait déjà obtenue hein, avec les conséquences économiques de la paix. C'était déjà un économiste reconnu, mais il va rester dans l'histoire et dans l'université et dans l'enseignement d'économie comme étant celui qui a à la fois théorisé la crise de 1929 et qui a proposé donc un certain nombre de mesures, ce qu'on va appeler par la suite les politiques keynésiennes, pour maîtriser cette crise. Donc oui, c'est la théorie générale qu'il écrit en 1936. Alors, j'insiste beaucoup sur mon livre sur un autre élément que la crise économique qui justifierait l'écriture de la théorie générale, c'est qu'il se trouve que Cambridge, son université où il était jusqu'à maintenant un peu le grand maître, le grand aspirateur des étudiants de Cambridge, économistes ou non économistes d'ailleurs, eh bien, est défié par le fait que c'est maintenant Cambridge, les étudiants, certains professeurs, sont conquis par les charmes de l'URSS, du marxisme et de Staline. Et ça ne plaît pas du tout à Keynes. Donc, la théorie générale, ce sont des recettes aussi pour éviter le communisme. On rogne peut-être sur les principes libéraux et sur le capitalisme traditionnel, mais en fait pour le sauver, pas pour le remettre en cause comme le remettrait en cause une révolution stalinienne qui fait beaucoup peur à Keynes. Alors dans le livre hein, qui est donc c'est le second tome de votre somme sur Keynes hein, qui s'appelle Cambridge la Rouge. Donc vous décrivez très bien
cette influence des fameuses taupes de Cambridge. Hein. On y croise Roosevelt, on y croise Churchill, on y croise Shostakovich, Malraux, Hemingway. C'est absolument passionnant. Comment est-ce que finalement vous tirez dans ce livre une réflexion au sujet de l'engagement, hein, de l'engagement à Cambridge, de l'engagement d'un côté de ces intellectuels tentés par l'aventure communiste, et puis de l'engagement de Keynes lui-même pour faire face à ces dérives, ce qu'il estime être des dérives? Oui, je pense, ce qui est intéressant sur cette période où, évidemment, lorsqu'on voit notre période actuelle de doute, d'incertitude, de débat, et ben, ça rappelle les débats qu'il y avait dans les années 30, c'est-à-dire on a perdu ses repères avec la crise économique. Aujourd'hui, on a perdu un peu nos repères pour d'autres raisons que l'on connaît. Et ben, il y a un grand flottement. Il y a un grand flottement. Même Keynes hésite beaucoup. Hein, il a plusieurs variations dans sa critique du capitalisme, par exemple, des fois très très sévère, d'autres fois plus accommodant, ou qui donne toujours des nuances à ce qu'il avait dit auparavant, qui était peut-être un peu trop radical. Et évidemment, se pose la question de l'engagement. Keynes n'était pas quelqu'un qui, dans le groupe de Bloomsbury, le groupe de Bloomsbury plus exactement, ne voulait pas trop s'engager. Hein. C'était des pacifistes et l'engagement politique, c'était pas vraiment leur affaire. Keynes un petit peu plus, puisqu'il appartenait au Parti libéral. Mais c'est vrai, ce que je montre, c'est ce qui m'intéresse notamment, évidemment, en ayant une vision pour aujourd'hui, c'est les errements des intellectuels qui ne voient pas ce que Keynes, lui, voit très bien, et qui ne voient pas toutes les horreurs qui se passent en Union soviétique et qui sont prêts à s'engager énormément. Alors, j'ai un personnage dans cette histoire qui est le protégé de Keynes et qui est le neveu de Virginia Woolf, qui est le symbole de celui qui hésite à s'engager et qui, de manière, je dirais, presque romanesque, va y perdre la vie, hein, en Espagne. C'est Julian Bell, hein, c'est ça? C'est Julian Bell, un personnage peu connu, y compris dans les biographies de Virginia Woolf, et qui était très très proche de Keynes. Hein. Lorsqu'il est mort, c'est lui qui va faire la rubrique nécrologique dans certains journaux, dans certains ouvrages de Julian Bell, qu'il avait fait venir à Cambridge, puisque sans l'intervention de Keynes, il n'aurait pas été à Cambridge. Et ça, c'est un peu le symbole dans ce livre des difficultés, des contradictions de l'engagement, mais que l'on retrouve aujourd'hui, alors sur d'autres débats, sur d'autres thèmes, mais que l'on retrouve aujourd'hui notamment dans la jeunesse et dans les milieux intellectuels actuels. Alors ensuite, dans le troisième tome, le sommet du monde, après les secrets de Bloomsbury, Cambridge la Rouge, c'est le sommet du monde. Là, c'est en pleine guerre contre l'Allemagne. Keynes est devenu Lord Keynes, hein, et vous décrivez très bien son combat, hein, contre Harry Dexter White, qui va être un promoteur de la conférence de Bretton Woods. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette opposition entre Keynes et White? Je dirais que la principale opposition, c'est que White est américain et que Keynes est britannique. Alors, derrière cela, il y a une guerre entre ce qui reste de leadership de l'hégémonie britannique, l'Empire, et l'aspiration des États-Unis à se débarrasser de cet empire qui les embête, y compris économiquement et politiquement, hein, puisque ça empêche les États-Unis d'exporter, notamment vers l'empire britannique. Donc, il y a la volonté américaine donc d'abattre les anciens empires, hein, au premier rang duquel l'empire britannique, mais aussi l'empire français. Hein. Et Keynes, qui sait très bien que cet empire est condamné, mais qui voudrait quand même sauver un peu ce qui peut être sauvé pour les Britanniques, mais qui surtout ne pense pas que ce sont nécessairement les États-Unis qui seraient les meilleurs de la nouvelle hégémonie. Donc il se bat pour conserver un rang pour la Grande-Bretagne qui ne laisserait pas trop d'espace non plus aux États-Unis. Donc évidemment, c'est un combat un peu perdu d'avance. C'est les États-Unis qui vont
remporter ce combat. Et le système monétaire international et la conférence de Bretton Woods, eh bien c'est White qui a tout gagné. Keynes n'a obtenu que des concessions assez marginales sur le fonctionnement du FMI ou de la Banque mondiale, qui sont les deux enfants de Bretton Woods. Donc c'est cette guerre-là que j'analyse dans ce tome, avec beaucoup d'ambiguïté encore, de nouveau des ambiguïtés sur l'engagement, puisque Harry Dexter White, qui a très bien servi les intérêts américains, pensait qu'il y avait concordance également avec les intérêts de l'Union soviétique, parce que son rêve à lui, c'était de faire un condominium, une gouvernance mondiale qui reposerait à la fois sur les États-Unis et sur l'URSS, ce qui l'a poussé d'ailleurs à devenir quasiment un espion de l'URSS, comme on a commencé à le découvrir à la fin de la Seconde Guerre mondiale et comme ça a été confirmé par la suite. Mais en étant très sincèrement convaincu que ce qui était bon pour l'URSS était bon pour les États-Unis et réciproquement. Ce qui évidemment, avec le recul, montre à quel point lui aussi a pu se tromper. D'ailleurs, le réseau d'espionnage dans lequel était Harry Dexter White avait quelques petites connexions indirectement avec celui de Cambridge, d'ailleurs. On retrouve parfois une interaction entre ces deux groupes et Keynes, d'ailleurs, sans le vouloir, a côtoyé des héros, entre guillemets, des deux plus grands scandales d'espionnage de l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qui est évidemment rajoute un peu du romanesque dans l'histoire de Keynes. Donc Keynes finalement se positionne comme un défenseur de la vieille Europe et de ses empires face à un modèle d'une gouvernance bicéphale du monde entre l'URSS d'un côté et puis les États-Unis de l'autre. Non, je ne dirais pas que c'est un défenseur des vieilles puissances impériales, même s'il il est délégué du gouvernement britannique et que Churchill, lui, correspond au portrait que vous avez fait, hein, le grand défenseur de l'Empire. Donc, il ne défend pas complètement ses positions non plus en tant qu'homme d'État, qui de temps en temps doit mettre de côté ses propres convictions. Lui, non, lui savait que l'ancien système économique était condamné, mais y compris l'Empire, mais que les conditions d'effondrement, de remplacement de cet empire par un nouvel ordre, ce n'était pas celui que désiraient les États-Unis. Et notamment dans le système monétaire international, dans le projet de Keynes, il acceptait que la livre sterling ne soit plus la monnaie internationale dominante, mais il refusait en même temps que ce soit le dollar. Ce qui sera finalement le cas, c'est la grande victoire d'Harry Dexter White d'avoir su imposer le dollar comme étant la seule monnaie aussi bonne que l'or, selon la phrase souvent évoquée, dans le système monétaire, alors que Keynes aurait préféré donc une sorte de monnaie internationale, une monnaie apatride, ce qu'il appelle le Bancor, qui aurait évité donc d'avoir recours à une monnaie nationale. Alors dans votre dernier ouvrage là, sur la mondialisation à la dérive, Europe sans boussole, que vous avez publié en 2019, finalement vous décrivez des États-Unis qui ont inventé le multilatéralisme et qui progressivement s'en éloignent. L'Europe aujourd'hui, elle est sans boussole? Oui, je crois qu'elle est sans. Oui, effectivement, elle est sans boussole. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle est perdue pour autant, hein, mais qu'on doit faire des détours pour arriver à une certaine fin. Bon, elle est sans boussole. Bon, il faut évidemment nuancer, mais c'est vrai qu'on voit des aspirations très, très différentes dans les différentes composantes de l'Europe, et même des départs avec le Brexit. Le livre auquel vous faites allusion était justifié par deux événements importants, qui étaient le Brexit et Donald Trump. Hein. C'est eux qui ont motivé cet ouvrage. Donc effectivement, lorsque j'écrivais cela, on était en plein Brexit.
Et on ne savait pas trop où on allait, on ne sait toujours pas trop où on allait. La Grande-Bretagne ne sait toujours pas trop où elle va. Et l'Union européenne, pas trop non plus. Hein, on continue à avoir des débats. Lorsqu'on croit avoir trouvé une sorte de consensus en Europe, eh bien, au bout d'un moment, ce consensus se relâche. On l'a vu depuis la guerre en Ukraine ou la crise de la Covid, donc un mélange d'accords européens et puis de divergences européennes. De temps en temps, les relations avec l'Allemagne sont très bonnes. À d'autres moments, le couple franco-allemand fonctionne plus mal. Donc c'est ça que je voulais dire sans boussole, c'est-à-dire que il n'y a pas unanimité, il n'y a pas consensus en tout cas sur les objectifs de l'Europe. Pourquoi ? Et vous décrivez aussi l'incapacité du système commercial européen à s'adapter aux nouvelles réalités géostratégiques ? Oui, l'Europe est peut-être le dernier défenseur du multilatéralisme commercial et le dernier défenseur de l'OMC, mais elle est un peu seule dans cette histoire. Donc le grand défi aujourd'hui pour la politique commerciale européenne est de savoir jusqu'où on va accompagner les États-Unis dans leur protectionnisme. Et jusqu'où on va accompagner ou pas les États-Unis dans leur politique très restrictive vis-à-vis de la Chine. Et là, on voit qu'il y a des tendances assez divergentes. En Europe, tout le monde n'est pas prêt à prendre des mesures protectionnistes ou à durcir sa position vis-à-vis de la Chine. La France étant un peu entre les deux, plus prompte à adopter quelques mesures protectionnistes, moins libre-échangistes que d'autres pays, mais par contre un peu agacé par les initiatives de l'Allemagne vis-à-vis de la Chine. Donc, ce sont les contradictions d'aujourd'hui, mais que l'on retrouve sous une forme ou sous une autre depuis tout le temps. Alors, je ne voudrais pas être exagérément pessimiste vis-à-vis de l'Europe. Je suis de ceux qui pensent que l'Europe se construit par les crises. Donc le fait de perdre sa boussole à un moment donné, eh bien, oblige quand même à retrouver le cap à un moment ou à un autre et donc à avancer. Donc je ne voudrais pas que ce titre d'Europe sans boussole soit perçu comme étant exagérément pessimiste, même si on peut être très, très inquiet sur certaines évolutions. On a vu récemment dans les derniers jours des débats autour des subventions des véhicules électriques. Les États-Unis ayant décidé des mesures de subvention à peu près équivalentes à celles qu'on a en France, autour de 7 500 $ par véhicule, mais réservées aux véhicules qui sont assemblés sur le territoire américain, alors que l'Europe, enfin la France en tout cas, subventionne les véhicules électriques d'où qu'ils viennent, y compris des véhicules chinois ou américains. Qu'est-ce que nous dirait Keynes aujourd'hui dans ce débat ? Alors, c'est une des questions sur lesquelles Keynes a beaucoup évolué. Hein. J'ai relu hier ce qu'il écrivait en 1933, justement, sur ces questions, où il adhérait à la nécessité et à l'utilité d'être protectionniste, notamment pour les biens pour lesquels les différences de coûts n'étaient pas excessives, et que finalement, des gains qui n'étaient pas forcément économiques du protectionnisme l'emportenaient sur les pertes. À d'autres moments, il a été un peu moins protectionniste que ce qu'il a été. Je crois que sur cette question-là, comme pour le reste, il faut être pragmatique, hein, comme Keynes savait être pragmatique, c'est-à-dire de changer d'avis selon les circonstances. Je crois qu'il paraît, moi qui suis plutôt libre-échangiste, hein, je pense que ce sera difficile de faire l'impasse sur des mesures protectionnistes dès lors que les États-Unis adoptent effectivement des positions protectionnistes qui sont tout à fait contraires au rôle de l'OMC. Moi, je préférerais que les États-Unis respectent les règles de l'OMC. J'attendais de Biden qu'il tranche avec son prédécesseur sur cette question-là, mais pour l'instant, pas vraiment. Hein. Il n'y a pas de retour au multilatéralisme commercial du côté américain. Dès lors, c'est vrai que
les questions liées à l'écologie et au climat et aux problèmes climatiques appellent, je pense, un certain protectionnisme. Pas un protectionnisme idéologique, mais un protectionnisme pragmatique, notamment la taxe carbone. Il ne faut pas se voiler la face. La taxe carbone sera comprise par les autres pays comme étant une mesure protectionniste. Et d'une certaine mesure, elle l'est. Maintenant, on peut considérer qu'elle est justifiée, pas nécessairement pour des raisons économiques, mais pour d'autres raisons supérieures à l'économie, qui est la lutte pour la transition écologique. Donc oui, je pense qu'on va vers un certain protectionnisme. Mais là aussi, on flotte. Quitter le multilatéralisme qui n'avait pas si mal fonctionné sur le plan commercial jusqu'à aujourd'hui pour un autre système pour lequel on n'a plus vraiment d'expérience, c'est un peu inquiétant quand même. Finalement, est-ce que on voit les puissances quand elles sont au sommet de leur pouvoir se battre pour la circulation des biens, des services, de leur système politique. C'était les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est aujourd'hui la Chine avec les routes de la soie. Et finalement, ce protectionnisme qui apparaît aux États-Unis, est-ce que c'est pas un aveu de défaite? Les États-Unis n'ont jamais été très libre-échangistes. C'est un peu une opinion fausse que l'on a, ou plus exactement, ils étaient libre-échangistes pendant la période où ils étaient dominants économiquement et industriellement, et y compris pour les matières premières d'abord. Donc, si vous regardez l'histoire des États-Unis avant la guerre, c'est plutôt une histoire très protectionniste. Si vous regardez après la guerre, eh bien, c'est un intermède relativement court, puisque dès les années 60, des tensions apparaissent avec l'Europe. Dans les années 80, on l'a oublié, mais c'était le Japon qui avait la place de la Chine aujourd'hui. C'est-à-dire que on s'inquiétait déjà dans les années 80 du protectionnisme des États-Unis. Mais on a eu un espoir dans les années 90, et on reste un petit peu sur cela, où on a renforcé le multilatéralisme commercial par la création de l'OMC, mais ça, c'était après la chute du mur de Berlin, le ralliement de la Russie et de la Chine à l'économie de marché, sinon à la démocratie. Donc un grand optimisme où on s'est dit, ça y est, les États-Unis ont gagné, c'est la fin de l'histoire et on va pouvoir libéraliser les échanges. Mais c'est une période assez courte de l'histoire. Donc non, les États-Unis ont toujours été protectionnistes et libre-échangistes quand c'était leur intérêt. Donc après la guerre, où effectivement, ils avaient une domination commerciale forte. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas un renversement complet. Donc non, les grandes puissances, je ne crois pas que les grandes puissances ou une structuration en grande puissance soit forcément libre-échangiste. Toute l'après-guerre est quand même marquée par la politique autarcique du bloc soviétique et de l'autarcie chinoise. Il n'y avait guère que le monde occidental qui libéralisait très progressivement et très prudemment ces échanges. Et alors, vous militez dans votre ouvrage L'Europe sans boussole pour un multilatéralisme rénové. Qu'est-ce que vous entendez par rénové? Où les puissances déjà seraient peut-être moins fortes et où les blocages pourraient disparaître. Donc dans les structures actuelles, on voit ce qui bloque le multilatéralisme en général et pas uniquement à l'OMC, c'est la capacité de blocage de certaines puissances. Je pense qu'à l'OMC, ça peut être évité, puisque l'OMC fonctionne par consensus, donc c'est encore plus que le Conseil de sécurité de l'ONU. Là, tout le monde a le droit de veto à l'OMC. Mais ça peut être rénové. Ça commence à l'être par des accords dits plurilatéraux, c'est-à-dire qui vont n'engager que ceux qui y adhèrent. Ça, c'est une voie qui, dans le domaine commercial,
va s'approfondir, et ce qui est une forme de rénovation donc de ce multilatéralisme. Alors, il faut revoir aussi les thèmes qui sont traités. On restait dans l'OMC avec les thèmes des années 70-80, sans voir que le monde avait changé. Donc, les nouvelles technologies, les nouvelles manières de faire du commerce, les nouvelles monnaies peut-être, le défi climatique, tout ça n'a pas été un peu bloqué dans les enceintes de l'OMC. Donc, tout ça, il faut les introduire. Je parlais de la taxe carbone tout à l'heure. Oui, une rénovation du multilatéralisme, ça serait qu'on s'interroge sur l'opportunité et la mise en œuvre de cette taxe carbone, par exemple. C'est ça que j'appelle, donc à la fois sur le mode de fonctionnement et sur les thèmes qui sont fondamentalement multilatéraux. Qu'est-ce qu'il y a de plus multilatéraux que le changement climatique? Rien. Donc on ne réussira pas le changement climatique si on n'arrive pas à trouver une approche multilatérale de cette question. Est-ce que le chef d'entreprise, quel rôle vous voyez le chef d'entreprise pouvoir jouer dans ce multilatéralisme rénové? Et puis, quel conseil donnerait Keynes aujourd'hui à nos dirigeants qui nous écoutent? Sur les dirigeants d'entreprise, je ne sais pas. Keynes fréquentait aussi les chefs d'entreprise, beaucoup les financiers, mais aussi un peu les chefs d'entreprise, et il avait une certaine vision de l'entreprise, effectivement, qu'il y ait au capitalisme. Donc, il voyait à la fois les avantages du système, mais aussi ses failles, ses problèmes. Et toute sa vie, finalement, une bonne partie de sa vie a été justement de réfléchir à cela. Donc, il a essayé d'analyser le comportement des capitalistes, c'est plutôt le terme qu'il préférait utiliser plutôt que celui des chefs d'entreprise, à la fois favorable à l'économie, mais qui pouvait parfois dévier. Alors, les conseils qu'il donnerait aujourd'hui, difficile à dire et difficile de faire parler les morts. Les conseils, il les donnait plutôt au gouvernement, plutôt qu'aux chefs d'entreprise. Il leur dirait sans doute, investissez. Le grand ennemi de Keynes, c'était l'épargne. Ne spéculez pas. Ça, c'était aussi le grand ennemi de Keynes. Voyez sur le long terme. Alors on attribue souvent à Keynes la phrase « à long terme, nous serons tous morts », mais en réalité, Keynes était très préoccupé par les mouvements de très longue durée. Dans l'article que je citais tout à l'heure, que j'ai relu hier de 1933, il dit bien que tout ce qu'il propose, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il faut même que ça se fasse lentement par des adaptations. Donc, il avait une vision de long terme, et il attendrait, je pense, des chefs d'entreprise qu'eux aussi aient une vision de long terme, alors qu'il n'y a pas plus court-termiste que la spéculation. Donc, c'est un ennemi de la spéculation, c'était un ami de l'investissement, et avec une grande conscience donc des évolutions du monde et même des progrès techniques, ce que pouvait apporter le progrès technique au monde. Donc c'est peut-être cette préoccupation-là qui animerait les débats avec Keynes si Keynes était toujours parmi nous. Investissez, ne spéculez pas, ayez une vision long terme, ayez confiance finalement. Un immense merci Jean-Marc pour cet échange passionnant. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, on vous recommande très chaleureusement la trilogie sur Mr. Keynes et les extravagants, les secrets de Bloomsbury, Cambridge la Rouge et le sommet du monde, qu'on a eu l'occasion de commenter. Bien sûr, votre blog sur Keynes et les extravagants et votre blog Regard. Également un autre podcast sur Keynes
disponible sur France Inter avec Bernard Gazier. Et puis un autre ouvrage sur Keynes, Keynes ou l'économiste citoyen par Bernard Maris, que je crois que vous avez côtoyé. Et le livre également qu'on a cité, Mondialisation à la dérive, Europe sans boussole, paru en 2019, en réaction à l'avènement de monsieur Trump et du Brexit. Voilà, un immense merci à tous. Pour ceux qui doivent nous quitter, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la rémunération des talents commerciaux, un sujet hautement brûlant dans ces périodes d'inflation. Et on aura l'immense plaisir d'accueillir Cyril Meunier, qui est partenaire chez MCR Group, et Guillaume Pestier de CCLD, qui ont mené une grande enquête. Des interviews à la fois quantitatifs et qualitatifs pour nous parler de l'évolution de la rémunération des talents commerciaux et du rôle de la rémunération dans l'engagement des équipes. Jean-Marc, si vous avez encore quelques minutes, on sera ravis de vous garder avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Tout à fait. Valentin, est-ce qu'on a quelques questions déjà sur le... Tout à fait. Donc, on a une première question qui est comment peut-on envisager l'économie dans les prochains mois, notamment concernant l'inflation et le chômage? Bon, je ne vais pas être très optimiste, hein, mais pas non plus extrêmement pessimiste, hein. Donc, beaucoup d'incertitudes, certainement. L'inflation devrait peut-être se calmer s'il n'y a pas de nouvelles catastrophes qui arrivent d'ici là. Une grosse incertitude sur le Covid, mais bon, je pense que c'est une nouvelle vague qui ne devrait pas être pire que la précédente. Et la grande inquiétude, c'est la Chine, hein. Évidemment, la conjoncture mondiale, depuis 20 ans, c'est la Chine qui l'a fait. Donc, à l'heure actuelle, donc, il y a deux éléments qui sont très contradictoires avec la Chine. Bon, d'une part, le marché chinois n'est pas terrible pour les entreprises exploitatrices, mais d'un autre côté, le fait que la croissance soit ralentie en Chine, eh bien, ça atténue la pression sur les prix, et notamment le prix des matières premières, ce qui peut accompagner une politique désinflationniste. Alors, difficile de dire lequel des deux va l'emporter. Peut-être que ça va se neutraliser, mais c'est ce qu'il faut observer. C'est ce qu'il faut observer, ce qui va se passer en Chine, quelles vont être les conséquences du durcissement des politiques monétaires. C'est toujours un peu dangereux, hein, d'augmenter les taux d'intérêt. C'est bien pour ça que la Banque centrale européenne ne se précipite pas. Par contre, aux États-Unis, un peu plus. Donc, on n'est pas à l'abri non plus d'une crise financière qui en rajouterait sur les difficultés actuelles. Alors, sur le chômage, il y a quelque chose qui défie les économistes aujourd'hui. Je ne sais pas ce que dirait Keynes aujourd'hui sur le chômage, c'est qu'il n'y a pas tellement de raisons pour que le chômage baisse, et pourtant, il baisse, ou en tout cas, il n'augmente pas. Donc ça, il faut... Et c'est vrai dans à peu près tous les pays, pas uniquement en France. Bon. Donc, il y a des tensions sur l'emploi, ce qui de toute façon limiterait la croissance. D'une certaine manière, plus de croissance, ça pourrait signifier plus d'inflation. Donc, on revient à un vieux débat qu'on avait quand j'étais étudiant il y a quelques années sur le dilemme emploi-inflation. Merci. En tant qu'entrepreneur, faut-il attendre du gouvernement une régulation du marché en notre faveur, ou faut-il plutôt faire confiance à son marché? Je crois qu'un marché, là sur ce plan-là, je suis très keynésien. Je pense que le marché c'est formidable, mais il a des failles, et que les régulations doivent permettre d'éviter ces failles du marché. Donc, il y a toujours la tentation forte de l'État de réguler ou de déréguler le marché. Donc, des fois, il le régule mal, des fois, il le régule bien, mais je dirais que pour la dérégulation, c'est pareil.
Des fois, il dérégule bien, d'autres fois, il dérégule mal. Le pire de la dérégulation du marché, en quelque sorte, si je puis dire, ça a été la Russie d'autrefois, ce qui a été le pire de ce qu'il ne faut pas faire dans la libéralisation d'une économie auparavant très centralisée. Bon. Difficile de répondre évidemment à cette question. Mais enfin, si les entreprises rêvent d'un marché totalement dérégulé, non, ça, je crois qu'il ne faut pas rêver. Et la réflexion doit plutôt porter sur les régulations qui sont justifiées et celles qui ne le sont pas. Alors souvent pour les entreprises, j'espère ne pas me fâcher avec votre auditoire, ce qu'il faut réguler, c'est plutôt les autres et pas soi. Quels impacts sur les économies mondiales peuvent avoir les soulèvements sociaux en Chine, au Moyen-Orient? Je les ai évoqués, hein, je les ai évoqués, donc c'est une nouvelle incertitude et les impacts dépendront de ces sorties de crise, hein, et donc difficile à prévoir si ça va se traduire par un nouveau durcissement, ce qui est possible, ou au contraire par une réponse plus libérale. Malheureusement, je ne suis pas complètement certain. Donc ça va dépendre effectivement de la sortie politique de ces crises que l'on ne voit nulle part. Bon. Ce que l'on peut dire, ce qui m'amuse, non, parce que c'est pas drôle, mais ce qui est quand même intéressant d'observer, c'est que à quel point se sont trompés les pays qui pensaient que le système occidental était décadent, déclinant et allait à sa fin, et que le système chinois, le système islamique en Iran ou le système post-communiste, post-stalinien de la Russie était l'avenir du monde, on s'aperçoit par une conjonction d'erreurs, 2022, ça sera l'année où cette illusion qu'il y a pu y avoir dans certains pays, disons, autoritaires, non, c'est pas exactement comme ça que les choses se passent et qu'il y a quand même une sorte d'universalité à certains principes sur les droits de l'homme et des femmes dans tous ces pays. Merci. Jean-Marc, un immense merci pour cet entretien. Ça passe beaucoup trop vite. On était ravis de vous accueillir avec nous. On a parlé de beaucoup de choses, hein. On retiendra que l'Europe se construit par l'Église, que les États-Unis ne sont pas libre-échangistes comme on peut souvent le croire. On retiendra votre notion de multilatéralisme rénové. Les conseils aux chefs d'entreprise: continuez d'investir, ayez confiance, ne spéculez pas, ayez une vision long terme. Et pour finir, 2022, la fin des illusions autoritaires. Un immense merci, Jean-Marc, d'avoir partagé avec nous cette vie de Keynes. Vous êtes bien sûr l'auteur de Monsieur Keynes et les extravagants. Précipitez-vous à la FNAC, c'est un excellent cadeau de Noël. C'est à la fois des ouvrages qui se lisent comme des romans, où on rencontre des hommes politiques, la Mata Hari, des espions russes, et qui permettent de mieux appréhender l'économie d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Cyril Meunier et Guillaume Pestier pour parler de la rémunération des talents commerciaux. Merci à tous de votre fidélité et très bonne journée. Merci.